Eh ben, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes contents d'être ici. C'est un peu comme une sortie cinéma, là je vois dans l'auditorium, sauf que je ne suis pas un acteur, je suis un chercheur, et on ne va pas regarder un film ou un dessin animé, mais on va parler ensemble un peu de cerveau. Voilà, donc je m'appelle Valentin, et j'ai la chance d'avoir un garçon de 8 ans, à peu près votre âge à la maison, donc il m'a conseillé pour préparer cette présentation, et je voulais le remercier à distance avant de commencer. Alors mon métier, ça s'appelle directeur de recherche en neurosciences cognitives. Donc c'est un nom très très long. Moi, j'aurais préféré dire que je suis docteur ou pompier ou autre chose. Mais en pratique, ce n'est pas très compliqué. Ça veut dire que j'anime un groupe de jeunes chercheurs et chercheuses comme moi qui s'intéressent à comment le cerveau fonctionne. Alors nous, particulièrement, on étudie comment le cerveau des enfants et des adultes leur permet d'apprendre, de faire des choix et de réfléchir face à des problèmes plus ou moins compliqués qu'on peut rencontrer dans la vie. Par exemple, des exercices que vous pouvez faire à l'école avec votre maître ou votre maîtresse. Alors, on va commencer, on va essayer de faire ça le plus interactif possible, où je vais vous poser des questions. En général, les réponses, ce sera juste du oui ou non. Donc, je ne vais pas tout de suite prendre des questions compliquées, on attendra la fin. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est un peu pour savoir si vous savez déjà quelque chose sur le cerveau. Première question qui peut paraître simple. Où est-ce qu'il se trouve, votre cerveau? Est-ce qu'il se cache dans votre tête ou dans votre ventre? Alors, celles et ceux qui pensent que le cerveau se cache dans la tête, levez la main maintenant, que je vois un peu. Ah, ok. Je vois qu'il y a des experts dans la salle. Ok. Et ceux qui pensent, et celles qui pensent que ça se place dans le ventre, levez la main. Ah. Alors, le cerveau lui-même, il se trouve dans la tête. Donc on peut dire que la bonne réponse, c'est plutôt la tête. Néanmoins, la personne qui avait levé la main, l'enfant qui avait levé la main pour le ventre, ce n'était pas une mauvaise réponse, car on a aussi des neurones qui servent par exemple, à faire fonctionner l'estomac qui se trouve dans notre ventre. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question si bébête, parce que l'être humain, le cerveau se trouve dans la tête, mais il y a d'autres animaux, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si on prend un poulpe, par exemple, le poulpe, il a un petit cerveau au niveau de chacune de ses tentacules. Et est-ce que vous savez combien le poulpe a de tentacules? Vous pouvez le crier si vous le savez. 10. J'ai entendu 10 et du 8. J'ai entendu 10 et du 8, mais plutôt 8. C'est bon, tout va bien. C'est plutôt 8. Okay, on dit aussi des octopodes. Octo, ça veut dire 8 en grec. Donc c'est 8. Il a 8 pattes. Donc autant dire, il a 8 petits cerveaux au niveau de chaque tentacule. Donc vous voyez, tout le monde n'a pas le cerveau dans la tête comme nous. Alors deuxième question maintenant, à quoi il sert le cerveau? Je vais vous proposer des choses. Ah, attendez, je suis sûr que vous avez plein d'idées. Mais pour faire plus simple, sinon ça va être dur, je vais vous faire des propositions. Et à chaque fois, vous allez dire oui si vous pensez qu'effectivement le cerveau sert à ce que je vais vous montrer, et vous dites rien si vous pensez que le cerveau ne sert pas à ça. Est-ce que le cerveau sert à penser? Vous dites oui, vous criez oui si vous êtes d'accord. Ah, très bien, on est d'accord, c'est très bien, bonne réponse. Est-ce que le cerveau sert à parler? Ah, ça se corrige, c'est bien. Ben, si, le cerveau sert aussi à parler. Votre bouche vous sert à parler, mais ce qui contrôle votre bouche, c'est le cerveau. Troisième possibilité. Est-ce que le cerveau, il sert à marcher? Oui, voilà, pareil. Ça s'est corrigé. Pareil, les jambes, elles vous servent à marcher, c'est sûr. Mais c'est le cerveau qui contrôle vos muscles. Et donc, sans cerveau, vous ne pourrez pas marcher. Ouais, c'est un peu ça. Et est-ce que le cerveau, il vous sert à respirer? Ah, vous avez compris maintenant l'arnaque? Oui, exactement, c'est oui aussi. Évidemment, le cœur et les poumons, ils servent à respirer. Mais c'est le cerveau, là encore, qui va contrôler la respiration. Donc, comme vous voyez, le cerveau, il sert à énormément de choses. Okay, c'est le premier truc à retenir. Le cerveau sert vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, je vous l'ai dit avec l'histoire du poulpe, tous les animaux, ils ont des cerveaux différents. Donc, je me suis dit qu'on pourrait commencer par faire un petit jeu ensemble et essayer de deviner quel cerveau appartient à quel animal. Donc, maintenant, je vais vous montrer les cerveaux de 5 espèces différentes. Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Okay, 5 cerveaux. Alors, chaque cerveau, vous voyez mon petit pointeur rouge, là, mon petit truc rouge là, qui se balade? Okay, je m'en servirai pour vous montrer des choses. Donc, à chaque fois, ça, c'est l'arrière du cerveau à gauche et l'avant du cerveau est à droite. Okay, là, c'est l'arrière du cerveau ici et là, l'avant du cerveau. Pareil pour tous les cerveaux. Okay, je vois qu'il y a des experts très pointus. Alors, attendez. On va y arriver. Donc maintenant, voilà les 5 espèces
chacune des espèces, il y a un des cerveaux qui est au-dessus. Donc déjà, le lapin, l'être humain, le chimpanzé, l'éléphant et le dauphin. Alors, on va commencer par le plus facile. Et on va le faire ensemble. Hein. Vous allez juste lever la main quand je montre le bon cerveau. On va commencer par le lapin. Alors, le lapin, est-ce que c'est ce cerveau-là qui appartient au lapin? Non. Celui-là? Celui-là? Un peu de oui. Celui-là? Et celui-là? J'ai entendu beaucoup de oui pour celui-là. Et effectivement, c'est vrai. C'est le cerveau du lapin. Bien joué. Maintenant, on passe au cerveau de l'être humain. Alors, lequel est le cerveau, notre cerveau à nous, de notre espèce? Est-ce que c'est celui-là? J'ai entendu ça. Vous êtes tous d'accord? Alors, c'est quoi l'autre réponse? Les gens, vous pensez que ce serait lequel? Sinon, celui-là? Ou le premier, là, celui-là? Ah ben, on va voir. Attendez, attention. Attention. Boum. Eh ben, c'était vrai. C'était bien celui-là. Voilà. Alors maintenant, on va passer au cerveau du chimpanzé. Et là, je vais vous donner une petite astuce pour trouver la bonne réponse. L'être humain, comme le chimpanzé, sont des primates. Ils appartiennent à la même famille de mammifères. Alors, s'ils appartiennent à la même famille, alors que les éléphants et les dauphins n'appartiennent pas à la même famille, ils ont des cerveaux qui se ressemblent un peu plus. Alors, je vais maintenant vous proposer les 3 cerveaux qui restent. Est-ce que c'est celui-là, celui du chimpanzé? Non. Est-ce que c'est celui-là? Et est-ce que c'est celui-là? Ah, voilà, très bien, exactement. C'est celui-là, le cerveau du chimpanzé. Vous voyez, il ressemble beaucoup au cerveau de l'être humain. Il est un peu plus petit. Et si vous regardez bien, vous voyez que c'est surtout à l'avant du cerveau, par ici, que le cerveau humain est plus gros. C'est ce qu'on appelle le cortex frontal. C'est celui qui s'est le plus développé entre les espèces communes aux chimpanzés et à l'homme et à nous. Alors maintenant, l'éléphant. Il nous reste l'éléphant et le dauphin. Là, c'est plus facile. Parce qu'il y a une petite astuce, c'est quand même l'éléphant... les cerveaux, ils grossissent à peu près avec la taille de l'animal. Donc, lequel est le cerveau de l'éléphant? Celui de gauche ou celui de droite? Voilà, celui de gauche. Eh bien, c'est ça. Et le dauphin, voilà, c'était le dernier. Voilà. Eh bien, bravo, vous êtes bien débrouillés. Vous pouvez vous applaudir, c'est une bonne idée. Toujours s'applaudir quand on arrive à faire quelque chose. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait le cerveau à l'extérieur, c'est important que vous compreniez un tout petit peu ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Alors là, maintenant, ce que je vous montre, c'est une image qui représente... Alors, je vois qu'il y a encore des experts, là, c'est très bien. Et je vais vous poser une petite question. Dans ce cas-là, c'est très bien. Là, maintenant, on a grossi énormément quelque chose qui se passe dans le cerveau pour regarder les cellules qui se trouvent dans votre cerveau. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le nom de ces cellules? Alors, je vois qu'il y a quand même des experts, donc je vais leur poser la question. Je ne sais pas à qui demander. Non, allez, le petit là qui bouge en même temps, avec peut-être son papa à côté. Bien joué. Exactement, voilà, des neurones. Alors, les cellules qu'on trouve dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones dans le cerveau, mais les cellules qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est les neurones. C'est des cellules comme ça qui ont... C'est tout petit, hein, c'est plus petit qu'une tête d'épingle. Et là, vous voyez le corps cellulaire du neurone. Et vous voyez que le neurone, c'est une cellule qui a des filaments qui lui permettent de se connecter, de communiquer, de toucher d'autres neurones. Et comment est-ce que le neurone fait pour communiquer avec d'autres neurones? C'est en envoyant des petites impulsions électriques qui vont se propager dans ces petits arbres comme ça, on appelle ça des arbres dendritiques, et qui vont aller toucher les autres neurones et leur envoyer des petites impulsions qui vont elles aussi exciter le neurone de derrière, qui va lui aussi avoir envie ensuite d'émettre des impulsions, qu'on appelle des spikes en anglais. On va dire spike parce que c'est simple. Voilà, donc ce qui est important de savoir, c'est qu'on a beaucoup de neurones dans le cerveau. On en a environ 85 milliards. C'est un gros chiffre. Vous voyez, il y a beaucoup de zéros. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de zéros parce qu'il y a vraiment beaucoup de neurones dans votre tête. Hein? Exact, bien joué. Et donc, chacun de ces neurones, il est en permanence en train d'émettre plus ou moins de spikes pour communiquer avec tous ses voisins. Donc, ça fait quand même un brouhaha permanent dans votre cerveau, avec des neurones qui sont en permanence en train de communiquer avec leurs voisins, qui communiquent avec leurs voisins, etc. Alors maintenant, vous avez compris certaines bases. Maintenant, comment on fait pour enregistrer l'activité du cerveau humain, c'est-à-dire celui de vous et moi? Alors, on va regarder déjà, on n'ouvre pas la tête des gens. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. On ne fait pas ça. Hein, c'est pas sympa. Donc, il faut qu'on soit capable d'enregistrer l'activité du cerveau, mais depuis l'extérieur, sans pouvoir le voir, parce que vous voyez bien que vous avez tous une boîte crânienne. Moi, je ne vois pas votre cerveau quand je vous regarde. Okay? Donc, voilà un premier appareil qu'on utilise pour pouvoir faire des images du cerveau
sans pouvoir le voir de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle un scanner IRM. Ça fait pas mal du tout. Ça fait du bruit, mais ça fait pas mal du tout. Donc l'appareil IRM que vous voyez là, il fait des images du cerveau en mesurant les propriétés magnétiques du cerveau. Donc en gros, l'IRM, c'est un énorme aimant. Donc vous voyez, c'est ce tube-là, qu'on ne voit pas très bien, mais qui est ici à gauche. Et vous voyez les personnes dont on va enregistrer l'activité cérébrale, on les allonge sur une sorte de petit lit comme ça, et on les fait rentrer. Ce petit lit va rentrer comme ça lentement dans le tube pour que leur tête soit au milieu du tube. Et ensuite, on va leur demander de ne pas bouger. Et en faisant travailler cet aimant, on va pouvoir voir quelle région est en train de s'activer dans le cerveau. Parce que quand vos neurones travaillent, ça va demander de l'oxygène à votre cerveau. Et quand le taux d'oxygène change dans des régions du cerveau, ça va changer les propriétés magnétiques et ça va faire que la machine arrive à repérer quelles régions sont en train de travailler à quel moment. Et c'est cette idée-là qu'on utilise pour enregistrer l'activité du cerveau. Alors, on n'a pas seulement cette machine-là, on en a plein en fait. On en a d'autres où cette fois, vous voyez, on peut aussi d'ailleurs tester des enfants, et où cette fois, vous voyez, ils sont assis. Donc ça, c'est une autre machine qu'on appelle une MEG, qui fonctionne un peu différemment, parce qu'elle ne va pas mesurer le taux d'oxygène, à quel point vous avez de l'oxygène près de vos neurones, mais ça va mesurer les tout petits, minuscules champs magnétiques qui sont provoqués par les spikes dont je vous avais parlé. À chaque fois que vos neurones vont se mettre à envoyer des petites impulsions électriques, ça va créer de tout petits champs électromagnétiques qu'on peut enregistrer à la surface de votre tête. Et donc ça, c'est cette machine-là. Donc cette machine, elle enregistre les champs magnétiques de votre cerveau. Et donc, comme vous voyez, ces deux machines, à chaque fois, les personnes sont obligées d'être bien fixes dedans. On vous demande de ne pas bouger. Si je vous ai rentré dans un scanner comme ça, je vous dirais ce qui est important, c'est de ne pas bouger, sinon on ne voit pas bien. Okay ? Alors, ce n'est pas pratique, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'intéresser à comment le cerveau travaille quand on se met à marcher ou quand on se met à bouger. Et donc, pour ça, on utilise d'autres types de machines, comme par exemple ces casques un peu bizarres, où vous voyez, on met le casque sur la tête des gens, et le casque a des capteurs, vous voyez, qui sont positionnés ici et là. Et donc là, cette fois-ci, la personne, il a des fils derrière la tête, mais il peut quand même bouger, marcher, faire des choses. Voilà. Dis-moi, si tu as une question. Elle est différente, la machine. Oui, exactement. Celle-là est très différente des autres, vous voyez, et elles sont toutes un peu différentes. Là, je vous en montre encore une autre, et là, une encore plus bizarre, où là, c'est un peu comme un casque de super-héros, vous voyez, c'est pas mal. Voilà, ça peut faire peur ou pas peur, mais en tout cas, c'est impressionnant quand même. Et donc voilà, toutes ces machines, c'est plein de façons différentes qu'on a pour enregistrer l'activité du cerveau humain. Alors maintenant, à quoi ressemblent les images qu'on obtient? Par exemple, avec le premier scanner que j'avais appelé IRM. Donc là, vous voyez, c'est des exemples d'images qu'on obtient avec une IRM. Et donc vous voyez, là, c'est comme si j'avais fait des tranches du cerveau. Évidemment, on n'a pas coupé le cerveau en tranches, il n'a pas bougé, il est toujours dans la tête de la personne, mais la machine, elle enregistre les images comme si elle avait tranché le cerveau en petites lamelles. Et là, on vous montre différentes lamelles du cerveau. Donc là, est-ce que vous arrivez un peu à deviner, si je vous montre cette tranche-là, là, ici, où est l'avant de la tête, où sont les yeux de la personne et où est le cerveau? Est-ce que les yeux, ils sont en bas ou est-ce qu'ils sont en haut? Je vous laisse me dire à voix haute. Vous les voyez, voilà, vous les voyez. Donc ça, c'est les globes oculaires, voilà, c'est vos yeux qu'on voit avec la machine. Et vous voyez, le cerveau, il est ici. Voilà. Donc vous le voyez derrière. Et vous avez toutes les tranches du cerveau, depuis le bas de la tête, ça c'est le bas de la tête, là jusqu'à ce quand on remonte vers le haut de la tête. Vous voyez, les tranches, elles sont comme ça, paf, 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 ça vous a saucissonné le cerveau en un grand nombre de tranches. Ça, c'est une première façon où on voit le cerveau, mais là, on ne le voit pas s'allumer, s'activer. On ne voit pas les neurones qui se mettent à s'activer quand le cerveau fait quelque chose. Donc pour ça, on peut utiliser une autre machine qui est la MEG que je vous avais montrée. Et alors, on a un problème avec le cerveau quand on veut le regarder. C'est que vous avez vu le cerveau, il ressemble à ça. Vous voyez qu'il est comme tout replié sur lui-même. Vous voyez ? On voit qu'il y a plein d'endroits du cerveau que je ne peux pas voir là, parce qu'ils sont cachés à l'intérieur de ces replis, de ces sillons. Okay ? C'est un peu comme une boulette de papier que vous auriez chiffonnée comme ça dans votre main. C'est difficile de voir ce qui est écrit sur le papier parce que y a plein de choses qui sont cachées au milieu. Alors quand on affiche l'activité du cerveau, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme si on avait soufflé dans le cerveau comme dans un ballon pour le déplier un peu et pour pouvoir mieux voir l'ensemble des régions, même celles qui sont cachées à l'intérieur des replis. Donc ça, c'est typiquement le genre d'image qu'on fait. Et cette image, vous allez voir, elle va s'animer. C'est une vidéo qui va vous montrer ce qui se passe dans le cerveau d'un adulte quand il lit un mot qui est présenté à l'écran, juste un mot. Okay ? Donc on va regarder ensemble cette vidéo. Vous allez voir, là où ça s'active, là où les régions du cerveau s'activent, vous allez voir des couleurs apparaître. Ça vous indique quelles sont les régions du cerveau qui s'activent. Okay ?
Donc je vais démarrer la vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, normalement, si je le fais, ça devrait s'animer. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cerveau, il est très rapide. Donc, pour que vous ayez le temps de voir ce qui se passe, j'ai ralenti la vidéo 30 fois. Donc, ce que vous voyez, c'est 30 fois plus lent que ce qui se passe en vrai dans votre cerveau quand vous lisez un mot. Et je pense que vous savez tous à peu près lire. Oui ou non? Qui sait lire dans la salle? Voilà, presque. Voilà. Et ceux qui ne savent pas, à mon avis, ça ne va pas tarder. Autant dire, ça vous concerne tous. Alors, regardez bien ce qui se passe. Donc là, je démarre la vidéo. Et donc, rappelez-vous, elle est ralentie très, très fort. Donc là, c'est démarré. Donc, vous voyez, au départ, il ne se passe rien. Hop, et vous voyez qu'est-ce qui se passe là? L'arrière du cerveau s'active. Et vous voyez qu'ensuite, d'autres régions se mettent à s'activer. Voilà. Vous voyez, ça s'active plus à gauche, parce que le langage dans le cerveau active plus les régions qui sont à gauche du cerveau qu'à droite. Et vous voyez, après, ça s'arrête. Et donc, cette vidéo, en vrai, elle dure ce temps-là. Ce que je vous ai montré là, ça dure juste ce temps-là, pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle se passent les choses dans le cerveau. On va la remettre peut-être une fois. Voilà, juste pour voir. Mais donc, c'est extrêmement rapide. Il faut bien se dire. Vous voyez, ce qui se passe au départ, on voit que l'activité commence à l'arrière du cerveau et qu'ensuite, c'est d'autres régions du cerveau qui s'allument, plus à l'avant du cerveau et ensuite à gauche. Vous voyez? C'est pour vous donner un peu une idée de comment le cerveau s'allume quand on est en train de réfléchir ou de faire des choses. Donc voilà, maintenant que vous en connaissez plus sur le cerveau, je vais vous présenter 2 choses sur le cerveau que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette présentation. OK? La première, c'est que le cerveau, il réagit beaucoup à la nouveauté, c'est-à-dire à ce qui est nouveau, à ce qui est surprenant, à ce qui est inattendu. Il réagit beaucoup plus à ça qu'à ce qui n'est pas surprenant et ce qui n'est pas inattendu. Et pour que je vous le montre, on va commencer par parler d'une forme d'apprentissage qu'on appelle le conditionnement pavlovien. C'est un mot compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. En hommage à la personne qui l'a inventé, qui s'appelle Ivan Pavlov. Alors Pavlov, c'est ce monsieur qui est un physiologiste, qui est mort maintenant il y a presque 90 ans, donc ça fait longtemps, et qui a découvert une forme d'apprentissage intéressante. Il avait une belle barbe et il étudiait les chiens. Voilà. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, le conditionnement pavlovien. Si on présente un bol de pâté à un chien avant de lui donner, le chien, typiquement, il va se mettre à saliver. Okay? Et pourquoi il se met à saliver? Parce que ça lui ouvre l'appétit, qu'il a envie de le manger. Okay? Ça, c'est quelque chose de classique. Vous faites ça avec votre chien, ça risque de marcher plus ou moins, selon si votre chien aime baver ou pas. Si par contre, si juste on siffle devant un chien, est-ce que vous pensez que le chien va saliver? Non, on est d'accord, tout le monde est d'accord. Bah oui. Bah voilà. Le chien, il entend un coup de sifflet, ça ne l'intéresse pas particulièrement, ça ne lui donne pas faim. Alors, ce que Pavlov a fait, c'est qu'il a commencé par se dire je vais associer toujours le coup de sifflet avec le fait de donner le bol de pâté au chien. Ça marche pas. Alors, au départ, ça ne marche pas. Mais le chien, quand même, quand il a toujours le sifflet avec la pâtée, quand il voit le bol de pâté, il va quand même saliver parce qu'il sait qu'on va lui donner. Et ce qu'a trouvé Pavlov, c'est que si vous faites ça suffisamment longtemps, au bout d'un moment, le simple fait de siffler va faire saliver le chien. Parce qu'en fait, le chien, il se met à anticiper le bol de pâté avant même qu'il arrive. Parce que le chien, il a appris que le sifflet était associé au bol de pâté. Donc, à l'époque de Pavlov, c'était très, très dur d'enregistrer l'activité des neurones du cerveau. Tous les appareils dont je vous ai parlé là, ils sont apparus dans les dernières décennies. C'est-à-dire il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais ils n'existaient pas à l'époque de Pavlov. Vous voyez que la photo, elle était en noir et blanc, c'était vieux. Et donc, récemment, presque 100 ans après le moment où Pavlov a découvert cette forme d'apprentissage, on a pu finalement enregistrer l'activité de neurones qui émettent des spikes, qui travaillent, qui répondent quand on obtient des récompenses. Des bonnes choses à manger, par exemple, donc le bol de pâté pour le chien, peut-être vous, des bonbons. Et c'est des neurones aussi qui, par contre, n'aiment pas du tout répondre quand on obtient des choses qu'on n'aime pas. Par exemple, des choux de Bruxelles ou quelque chose comme ça. OK ? Voilà. Alors, voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter un schéma de grand, un schéma vraiment que les chercheurs regardent, et je vais essayer de vous le faire comprendre, parce que je pense que vous êtes capable de le comprendre. OK ? Donc, ce qu'on va voir apparaître, c'est un schéma qui va se dérouler de la gauche vers la droite, avec le temps qui passe. Et ce que ça représente, c'est les petites spikes dont je vous ai parlé, des neurones dans cette région qui répond à la récompense, pendant que le chien attend un bol de pâté, puis observe le bol de pâté. OK ? Donc le truc va apparaître progressivement. Donc regardez-le bien, et vous allez voir des petits points noirs qui correspondent aux spikes des neurones,
et des barres au-dessus qui sont simplement le fait de compter les spikes des neurones. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le chien attend le bol de pâté, hop, le bol de pâté apparaît, et c'est fini. Alors, quand on regarde ce schéma, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'avant l'apparition du bol de pâté, vous voyez des petits points noirs. Ça veut dire que les neurones, ils sont en train d'émettre quelques petites spikes comme ça. Ils communiquent ensemble. Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'au moment où le bol de pâté apparaît, là, vous voyez que les neurones se mettent à répondre plus. Vous voyez, il y a plus de points noirs dans cette zone rose-là, qui est la zone au moment où le bol de pâté apparaît. Autrement dit, le chien a une bonne surprise. Hop, il voit le bol de pâté apparaître. Hop, ça excite ses neurones dans cette région-là. Maintenant, je vous ai dit que Pavlov, il avait eu cette bonne idée d'associer le coup de sifflet au bol de pâté. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on va d'abord sonner le sifflet, siffler un coup, et après présenter le bol de pâté? Même schéma, regardez ce qui se passe. On attend, le sifflet apparaît, paf, il y a une réponse, et maintenant, au moment du bol de pâté, plus aucune réponse, alors que c'est exactement le même bol de pâté. Pourquoi? Parce que ces neurones, finalement, c'est au moment du coup de sifflet qu'ils ont anticipé la surprise, le bol de pâté, et donc finalement, au moment où la pâté apparaît, il n'y a plus de surprise pour le chien. Donc les neurones, ça ne les intéresse plus. Ce qui les a intéressés, c'était le signal, le coup de sifflet, qui leur a donné cette idée que oh, la récompense allait arriver. Et maintenant, on peut aussi arnaquer le chien, c'est-à-dire donner le coup de sifflet, mais cette fois-ci, ne pas lui donner la pâtée. C'est méchant, parce qu'on lui avait appris que le coup de sifflet amenait la pâtée. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On avance, hop, le coup de sifflet, ça répond. Et là, regardez, il se passe un truc intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand le chien attendait la pâtée, mais qu'elle n'arrive pas? Qu'est-ce que vous voyez là? On voit? Voilà! Les neurones ne sont pas contents, ils font grève. Ils arrêtent de spiker pendant un moment, parce que c'est une mauvaise surprise. Les neurones s'attendaient à avoir la pâtée. Elle n'est pas arrivée. Donc là, ils interrompent leur spike pendant un petit moment, et ils reprennent après tranquillement. Voilà, tout ça, c'est des neurones différents. Chaque ligne, c'est un neurone. Donc vous voyez, là, c'en est un qui spike. Ils ne spikent pas tous exactement au même moment, mais vous voyez quand même qu'il y a vraiment un trou ici. Vous voyez, là, les neurones arrêtent de spiker quand ils ont cette mauvaise surprise. Voilà. Donc ces expériences, elles ont été réalisées chez des animaux. Donc là, je vous parlais du chien, mais là, ces neurones-là, ils ont été enregistrés dans le cerveau du singe en insérant temporairement des petites électrodes dans cette région-là qu'on peut enlever après. Alors, chez l'être humain, on n'insère pas d'électrodes, mais avec les machines dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a pu voir qu'il y avait exactement le même type de mécanisme, de choses qui se passaient quand on se mettait dans les mêmes situations. Évidemment, à vous, on ne va pas vous donner de la pâtée pour chien. Hein, on vous donnera du jus de fruits, on vous donnera des bonbons. Mais le même mécanisme fonctionne. OK? Voilà. Et donc, dans le cerveau, vous voyez, il a beaucoup de régions différentes, et donc chaque région, les chercheurs comme moi, ils leur ont donné des petits noms. Voilà. Dis-moi si tu as une question. Voilà. Exactement, voilà. Ce qui est bien pour un animal n'est pas bien pour l'autre. Exactement. C'est pour ça que si je vous mettais dans la machine pour étudier les neurones qui répondent aux récompenses pour vous, je ne vous donnerais pas de pâté, mais je vous donnerais plutôt des bonbons ou quelque chose comme ça, ou du jus de fruits. Voilà. Voilà. Mais je ne pourrais pas prendre tout le monde en même temps, hein. C'est un par un, ça prendra du temps à vous prendre tous. Alors, le cerveau, il ne réagit pas à la nouveauté seulement quand il s'agit de récompenses. Hein. C'est vrai aussi quand on regarde des images. Okay, donc on va faire un petit jeu pour essayer de comprendre ça ensemble. Vous connaissez sûrement ce genre de jeu, c'est ce qu'on appelle le jeu des 7 différences, ou le jeu des 10 différences. Okay, alors, on va faire ce petit jeu ensemble. Donc vous savez, l'idée, c'est de repérer quelles sont les différences entre l'image de gauche et l'image de droite. Okay, okay, donc là, je sais qu'il y en a 10, parce que moi, je l'ai déjà fait, hein, évidemment. Donc, je vais vous laisser un tout petit temps pour essayer d'en trouver un maximum. Vous en avez combien, là? Pas mal? Pas mal. 4, c'est pas mal aussi. Moi, là encore, je n'arrive pas à les retrouver. 5, c'est pas mal aussi. Alors, non, attendez, c'est très bien. Donc là, je ne vais pas vous demander de me les montrer tout de suite. Déjà, je suis impressionné de voir que vous en avez déjà 5. Moi, je mets vachement de temps à le faire, ce jeu. J'ai beaucoup de mal. Vous êtes plus rapide que moi. Alors, par contre, moi, comme j'étudie le cerveau, j'ai un avantage sur vous. C'est que je sais comment tricher pour les trouver en 2 secondes. Et là, c'est ça que je vais vous montrer. C'est mon astuce à moi. Alors, regardez ce qui va se passer. L'astuce, c'est que le cerveau, lui, il aime bien détecter les différences entre 2 images. Mais pour ça, il faut les mettre l'une sur l'autre. Donc, regardez ce qui va se passer quand je vais poser l'image de gauche sur l'image de droite et que je vais alterner entre les 2 images. Regardez à droite ce qui se passe. Hop, hop, hop. Ah bah là, tout d'un coup, vous n'avez même plus besoin de chercher.
votre cerveau tout seul, sans que vous ayez besoin de le faire, il va tout de suite s'intéresser aux endroits qui changent. Parce que c'est la façon dont votre cerveau traite les images. Vous voyez? Là, maintenant, les images, les différences, on les voit extrêmement bien. Et si je mets la différence entre les deux images, évidemment, et c'est ce que votre cerveau traite en premier quand je vous présente ces deux images, vous voyez que les différences, elles apparaissent immédiatement. Donc moi, si j'utilise mon astuce, je vous ai trouvé très rapide, mais là, avec mon astuce, je vous bats à plat de couture. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant parce que vous voyez, le cerveau, lui, c'est comme ça qu'il va traiter les images. Quand je vous présente, par exemple, quand je vous regarde, en fait, ce qui attire mon attention et mon regard, c'est les gens qui se mettent à bouger. Si vous ne bougez pas, c'est les gens à l'inverse qui vont se mettre à lever la main, à gigoter sur leur siège, qui vont attirer mon attention, et c'est eux que je vais traiter. Okay ? Donc le cerveau, encore une fois, même dans ce qu'on regarde, il est toujours attiré par ce qui est nouveau, par ce qui change, par ce qui est surprenant. Voilà. Alors, maintenant, si on regarde dans le cerveau ce qui se passe dans ce genre de jeu, on voit que le cerveau, il fait les choses par étapes. Ça va très très vite, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais il le fait quand même par étapes. Première chose que le cerveau fait, c'est déjà juste, il va regarder l'image. Et ça, vous voyez, donc ça toujours c'est le cerveau, ça c'est l'arrière du cerveau, ici, et ça c'est l'avant du cerveau, ici. Okay ? Et donc vous voyez que les régions qui s'activent, ce sont les régions à l'arrière. C'est ce qu'on appelle votre cortex visuel. C'est là que se passe tout ce qui travaille quand vous regardez des choses, quand vous voyez. Okay ? Et donc typiquement, cette région-là, elle s'appelle V1. Je vous ai dit, on donne toujours des petits noms pour ne pas passer trop de temps. Ça s'appelle le cortex visuel primaire. Et comme on n'a pas envie toujours de dire des mots longs, on dit V1. Ensuite, une fois qu'on a regardé l'image, le cerveau, juste après, il va faire cette détection de qu'est-ce qui a changé entre l'image de maintenant et l'image juste avant. Et vous voyez, est-ce que c'est les mêmes régions qui s'activent aux deux moments? Voilà, vous voyez, le cerveau, ce n'est pas toujours les mêmes régions qui s'activent. Pour détecter ce qui change, maintenant, c'est d'autres régions, par exemple cette région qui s'appelle la TPJ, qui s'active pour détecter le changement. Et plus tard encore, il y a d'autres régions qui s'activent quand votre cerveau, maintenant, se prépare à répondre. Voilà. Alors, voilà, et donc, voilà, quelque chose comme ça. Alors, et là, voilà, ça, c'est le cortex frontal. Et donc, il s'appelle PFC quand on en parle. Voilà. Et donc, vous voyez, ça, le fait que différentes régions du cerveau servent à différentes choses, on dit que le cerveau est modulaire, parce qu'il a des régions qui sont plus ou moins spécialisées pour tel ou tel type d'activité. Par exemple, celle de gauche, elle est très spécialisée dans ce qu'on appelle la vision. Alors que celle de droite, elle est un peu moins spécialisée, elle est spécialisée dans la préparation à répondre, mais elle va s'activer dans plein de problèmes différents. Okay ? Si je vous fais parler, si je vous fais faire plein de choses, cette région va souvent s'activer. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je veux que vous reteniez sur le cerveau, c'est que le cerveau, il s'intéresse, il réagit particulièrement à ce qui est nouveau, à ce qui est surprenant, à ce qui est inattendu. Okay ? Beaucoup plus qu'au reste. Et la deuxième chose que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est que le cerveau nous cache ses limites. Ça, c'est important aussi à retenir. Okay ? Parce qu'en fait, le cerveau nous donne souvent l'impression que nous sommes capables de plus de choses que ce dont nous sommes capables en réalité. Okay ? Et donc, pour vous le montrer, je vais vous raconter une expérience que des chercheurs ont fait pour étudier comment on voit la couleur. Et ils ont utilisé pour ça ce genre de casque. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent ce que c'est ce type de casque? Ah, c'est quoi alors? VR, ça veut dire quoi? C'est un casque de VR, on m'a dit. C'est quoi VR? C'est vrai, c'est ça. Et est-ce que vous savez le nom? Voilà, ou de réalité virtuelle. VR, c'est en anglais. Pour virtual reality, en français, on dit réalité virtuelle. Exactement. Et donc, c'est exactement ce que vous disiez. C'est un casque où, quand on le met, on peut vous présenter des images dans le casque et vous avez l'impression d'y être. Okay ? Donc, c'est exactement ça. La fille qui est devant, elle a ce casque sur les yeux et donc, on lui présente cette image et elle a vraiment l'impression d'être à cet endroit-là. Okay ? Et alors, deuxième question que je vais vous poser, est-ce que vous voyez le monde en couleur ou en noir et blanc? Ah, en noir et blanc. Et ça, voilà. En couleur, quand même un petit peu, non? Vous voyez la différence, peut-être un peu, entre du bleu et du orange, ou des choses comme ça. Alors, est-ce que vous avez l'impression que tout le monde devant vous est en couleur, ou uniquement là où vous regardez? Ah, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont très... Partout, voilà, on a l'impression, moi, quand je vous regarde, j'ai l'impression de voir le t-shirt orange ici, de voir à peu près tout. Mais en fait, c'est une illusion, parce que les cellules dans vos yeux qui voient la couleur
ne sont situés qu'au centre de ce que vous regardez. Mais moi, je n'ai pas du tout l'impression que ça se passe comme ça, j'ai l'impression que le monde est tout en couleur autour de moi. Et donc ce qu'ils ont fait avec ce casque, c'est qu'ils se sont amusés à enlever les couleurs tout autour de là où la personne regardait, pour voir si la personne, elle remarquerait que tout d'un coup, il n'y avait plus du tout de couleur sur tout le tour de là où elle regarde. Par exemple, si je te regarde toi, je vois de la couleur ici, mais on m'avait enlevé toute la couleur autour avec ce casque. Et donc typiquement, ce qui est très bizarre, c'est que vous voyez, ça donne ce genre d'image où vous voyez que, typiquement là, le garçon, il regarde au niveau du point rouge, et donc les chercheurs, ils ont enlevé dans le casque de réalité virtuelle toute la couleur sur l'image autour. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en enlevant le casque, ils ont demandé au garçon « Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre ?» La personne disait « Non, pas du tout, tout se passait bien. » Et les couleurs, comment ça se passait? Moi, très bien, je voyais très bien les couleurs. Donc, autrement dit, le cerveau vous cache et vous ment. On a l'impression de voir l'ensemble du monde en couleur, alors qu'en fait, c'est uniquement ce qui se passe tout juste devant vous qui est coloré, alors que tout le reste de ce qu'on appelle votre champ visuel, le reste de votre vision, ne voit que du noir et blanc, que du gris. Voilà. Et voilà. Et donc le cerveau est très fort pour nous cacher ses limites. Et on va faire une dernière expérience pour vous montrer que le cerveau a des limites et qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, on va la tester sur vous maintenant, plutôt que de vous raconter une expérience, pour voir si ça marche avec vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une petite vidéo où 2 équipes de 3 joueurs se font des passes avec une balle de basket. Vous voyez, il y a l'équipe blanche, on a 3 joueurs en blanc. Donc là, on ne voit pas bien le 3e, il est caché, vous le voyez, il est derrière là. Et il y a 3 joueurs en noir, ok? Et donc, ce que vous allez devoir faire, c'est très simple, c'est compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche. À chaque fois que la balle de basket passe d'un joueur blanc à un autre joueur blanc, vous devez compter 1, 2, 3, et à la fin, je vous demanderai combien il y avait eu de passes entre les joueurs de l'équipe blanche. Okay? Le but, c'est de ne pas se tromper. Okay? Donc, on va essayer de la faire, concentrez-vous bien. Donc, c'est une étude qui a été utilisée par des chercheurs il y a 25 ans aux États-Unis pour nous montrer que le cerveau nous cache ses limites. Donc, concentrez-vous, ça va démarrer. Pas besoin de le lire, je vous ai déjà expliqué les instructions. Comptez les passes de l'équipe blanche. C'est parti. Alors, on va compter ensemble. 1, voilà, c'est pas facile. 2, 3. On va voir. 4, 5, 6. Allez, on compte bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oula. Et oula, je me perds un peu. 15, 16. Combien vous en avez compté? Alors, moi, je me trompe à chaque fois, hein, et j'ai déjà vu 10 fois. Alors, on va voir combien il y en avait, ils vont nous le dire. Ah mince, ça l'a coupé. Il y en avait 15. Regardez, regardez. Il y en avait 15. Voilà, vous voyez? La bonne réponse, quand vous saurez l'anglais, la bonne réponse, c'était 15 passes. Maintenant, le truc bizarre, c'est, est-ce que vous avez vu autre chose de bizarre dans la vidéo pendant qu'on faisait ça? Alors, attendez, ne dites pas, hein. Combien ont vu quelque chose de bizarre dans cette vidéo? Alors, pas tout le monde, hein. Pas tout le monde, pas tout le monde. Non, maintenant, tout le monde va lever la main. Mais au départ, pas tout le monde. Alors, en fait, si vous aviez peut-être vu, il y a en fait un gorille qui est passé au milieu de la vidéo. Voilà, certains l'ont vu. Regardez, on va regarder. Pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu, regardez ce qui s'est passé. Pendant que vous comptiez les passes et que vous étiez concentré sur l'équipe blanche, eh ben, il y a un bonhomme déguisé en gorille qui est arrivé, qui s'est tapé sur le ventre et qui est reparti. Alors, ceux qui l'ont vu, c'est très bien. Mais ceux qui étaient très concentrés comme moi la première fois que j'ai vu cette vidéo, bah, en fait, n'ont pas vu du tout ce gorille. Moi, j'avais vu la vidéo comme à droite, j'avais rien vu. OK? Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que quand ces chercheurs aux États-Unis ont fait cette expérience, ils l'ont présentée à des centaines de personnes, et ben, la moitié des gens, à la fin de la vidéo, ont dit bah non, il n'y avait rien de spécial, j'ai compté 14 ou 16 ou 15 passes, mais ils n'avaient pas vu le gorille. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens qui avaient vu le gorille dans leur cerveau, vous voyez, ça s'activait beaucoup au moment où le gorille apparaît. Il y avait des régions, donc là encore une fois, c'est le cerveau, c'est l'arrière du cerveau, l'avant du cerveau. Donc vous voyez, les gens qui voyaient le gorille, il y avait beaucoup de régions qui s'activaient dans le cerveau. Mais ceux qui ne voyaient pas le gorille, donc là je vous montre le nom des régions qui s'activaient, mais ceux qui ne voyaient pas le gorille, c'était comme si le gorille n'avait pas existé. Autrement dit, notre cerveau, quand il rate des choses, c'est comme si pour lui et pour nous, ces choses n'avaient pas existé. Donc c'est dangereux, parce qu'on ne s'en rend pas compte, et donc
il faut être conscient que le cerveau a ses limites pour ne pas faire des choses qui ne peuvent pas être faites par le cerveau. Et en fait, c'est là-dessus que je vais conclure, et puis après, on va prendre des questions. C'est donc la conclusion de cette présentation, c'est que le cerveau, c'est un organe astucieux. Alors, il ne peut pas tout faire en même temps, ok ? Et donc pour ça, il va se concentrer, comme je vous ai dit, il va réagir à ce qui est nouveau, à ce qui est inattendu, à ce qui est surprenant. Et donc, il faut faire très attention, parce que le cerveau, en faisant ça, il nous cache ses limites. Alors c'est pour ça, par exemple, qu'on a des règles. Vos parents, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone pendant qu'ils conduisent, même s'ils ont l'impression qu'ils sont tout à fait capables d'écrire un texto pendant qu'ils conduisent. Mais c'est aussi vrai pour vous. Par exemple, si pendant la classe, vous vous dites « je peux jouer avec mon crayon » pendant que la maîtresse donne les consignes, et après on commence l'exercice, ça marchera peut-être un coup sur 3, mais la plupart du temps, après, vous allez être « ah, j'ai pas compris la consigne, est-ce que vous pouvez me le réexpliquer ?» Moi, je sais que mon fils, il fait ça. Donc, voilà. Le cerveau, il faut s'en méfier aussi, c'est quelque chose de très puissant, mais il ne faut pas oublier qu'il a des limites et qu'il est surtout très bon pour nous cacher ses limites. Voilà. Et donc là-dessus, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là en étant très sage comme ça. Et maintenant, je peux prendre des questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour tout ça. Alors, on va prendre les questions. Donc, vous attendez bien d'avoir le micro et les autres, vous patienter. Je veux te dire que aussi, j'ai quelqu'un, mon cousin, il s'est ouvert la tête. Ah, ouais. Alors, souvent, quand on s'ouvre la tête, on s'ouvre quand même pas le crâne. Juste, on se fait mal à l'extérieur, mais le cerveau, il est bien caché là-dedans. C'est un organe qui est très, très, très protégé. Et donc, a priori, Quand j'ai des bébés, aussi, dans le ventre, oui. j'ai une machine qui fait enlever des bébés. Ah, je la connais pas, cette machine-là. Je me rappelle plus. Ok. Moi, je voulais dire que j'ai déjà vu cette vidéo avec le gorille, mais je l'ai vu, mais je me rappelle plus où. Ah, ouais. C'est une vidéo assez célèbre. Moi, j'ai vu le gorille, mais la dernière fois, je suis aussi venue ici, mais j'avais pas vu le gorille. Ah, ok. Donc il y a toujours le gorille ici. C'est un peu la vidéo classique. Voilà. Maintenant que tu savais que le gorille allait être là, ton cerveau se préparait à ça et donc tu l'as vu. Voilà, exactement. Moi, j'avais vu le gorille. Ouais. Enfin, je l'avais vu juste quand il partait. Ah, voilà, tu vois, exactement. Tu l'avais raté au début et à la fin, tu l'as vu. Oui. Et puis aussi, je voulais dire que je savais que le cerveau, il contrôle vraiment tout, sauf les battements du cœur. Voilà, il surveille, mais il ne les contrôle pas. Exactement, il peut sûrement... Exactement. Moi, je voulais dire que je l'ai déjà vu, la vidéo, mais la première fois, je n'avais pas vu le gorille. Ah, c'est bien, c'est gentil de me le dire. Comme ça, voilà, ça montre que la vidéo marche quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le ratent. En fait quand le gorille il était là, je ne l'avais pas vu. Ah, c'est bien. Oui, moi non plus. La première fois que j'ai vu cette vidéo, je ne l'avais pas du tout vue. Si vous voulez, vous pouvez essayer de nous dire si vous avez vu ou pas le gorille et de poser votre question juste après. Voilà, exact. Moi, ma question, c'est à quoi ça sert les traits sur le cerveau quand il y a les... Parce que quand tu vois le cerveau, il y a des traits. Et du coup, on a vu ce que ça sert à l'intérieur du cerveau, mais à l'extérieur, En fait, c'est que le cerveau, c'est comme si on avait mis du tissu dans une boîte qui est trop petite pour le contenir. Donc c'est vraiment qu'il a été obligé de se recroqueviller sur lui-même. Donc en fait, il y a des neurones partout, sur toute cette couche, toute ce sorte de tissu qui entoure tout le cerveau. Et donc en fait, il y a des zones qui sont très visibles parce qu'elles sont sur le dessus, elles ont eu la chance d'être là. Puis il y en a d'autres qui sont dans les replis. Et donc c'est juste ça. Sinon, les neurones, ils font tous un peu la même chose, ceux qui sont dans les replis et ceux qui sont à la surface. C'est juste qu'il y en a qu'on voit moins bien parce qu'ils sont cachés dans ces replis. Donc, c'est des fois un peu plus dur pour les observer. Moi, je voulais dire que j'avais vu le gorille et en fait, à la fin, je n'ai pas vu qu'il partait. Vu que j'avais compté le gorille, j'ai cru qu'il avait eu la balle.
En fait, je me suis dit qu'il y aurait eu 16 passes des Blancs. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que si je vous avais demandé de compter les passes de l'équipe noire, tout le monde aurait vu le gorille. Parce qu'en fait, comme vous vous concentrez sur les joueurs en noir, vous auriez tout de suite repéré qu'il y avait un gorille en noir qui passait dans l'image. Donc, quand on demande aux gens de compter les passes de l'équipe noire, là, tout le monde le voit, le gorille. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre que si on se concentre sur le noir, là, maintenant, le gorille, il est très visible. C'est quand on se concentre sur le blanc qu'il devient complètement invisible. Mais comment on fait pour souffler dans les traits du cerveau? Ah, ça c'est juste, voilà, ça c'est juste pour l'afficher en fait. Je vous dis, c'est comme si on soufflait. C'est juste pour afficher les images du cerveau. C'est juste, on déforme un peu l'image qu'on a du cerveau, qu'on a enregistrée, et on la déforme pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Mais évidemment, le cerveau, on n'a pas pris, j'ai pas pris ton cerveau et j'ai soufflé dedans pour me faire un joli ballon et aller à Disneyland. Donc non, non. Non, c'est juste pour l'image, pour qu'on voit mieux, parce que sinon, c'est ce que disait ton camarade tout à l'heure, sinon il y a des endroits du cerveau, on ne verra pas du tout s'ils s'allument. S'ils sont cachés dans les replis, on ne verra rien. Donc c'est juste pour l'afficher. Ce n'est pas le vrai cerveau qu'on a gonflé. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mariam. Bonjour. C'était pour vous demander si... Le gorille, moi je l'ai vu passer, mais j'ai pas compté les passes. Voilà, et ben ça c'est normal. Comme tu comptais pas les passes, tu n'étais pas concentré sur l'équipe blanche, et donc tu n'as eu aucun mal à voir qu'il y avait un gorille qui passait au milieu de l'image. Donc ça c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire que comme tu n'étais pas en train de faire cette tâche, résoudre ce problème un peu compliqué, qui était de ne pas rater les passes entre les joueurs de l'équipe blanche, ça t'a permis à ton cerveau d'utiliser ses ressources, son temps, pour se concentrer globalement sur l'image. Et tu as vu, ah bah oui, je vois un gorille qui arrive. Donc ça, c'est normal. Pourquoi j'ai pas trop compris sur le cerveau. Oui. Du gorille. Ah, le cerveau du gorille, ça, c'est encore autre chose. Là, on ne l'a pas enregistré. Mais c'est juste le gorille, il nous dit des choses sur notre cerveau à nous, finalement. Le fait qu'on rate ce gorille dans l'image, ça nous dit que notre cerveau, il fait comme si le gorille n'avait pas existé. Voilà. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai vu le gorille, mais aussi j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà ouvert un cerveau? Non. Moi, je n'ouvre pas de cerveau, comme je vous ai dit. Je n'ouvre pas la boîte. Moi, je regarde juste le cerveau avec toutes ces méthodes qui ne sont pas du tout dangereuses. Tout le monde peut le faire. Vous pourriez venir dans un scanner IRM ou dans un scanner MEG. Et donc, moi, je ne regarde le cerveau que comme ça, à distance. Il est toujours tranquillement à l'intérieur de la boîte crânienne. Et moi, je le regarde à l'extérieur. Et j'essaie de comprendre comment il fonctionne sans l'ouvrir. Parce qu'il y a un problème à ouvrir le cerveau. Si j'ouvre votre tête, ou la tête de quelqu'un, il ne sera plus vraiment capable de faire quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le cerveau fonctionne. Si on s'intéresse à l'anatomie du cerveau, à quoi il ressemble, là, on peut étudier des cerveaux de personnes qui sont, par exemple, mortes. Mais moi, si je m'intéresse à comment le cerveau fonctionne, il vaut mieux que la personne soit vivante. Et donc, je ne peux pas le regarder directement. Voilà. Pourquoi la couleur du cerveau est devenue rouge et pas une autre couleur? Ah, ça, c'est juste moi qui ai choisi. J'aurais pu te le faire en violet, en vert, en bleu. Je trouvais que le rouge, ça donnait une impression un peu impressionnante. Moi, c'est comme au cinéma, quoi. Mais en fait, cette couleur, elle est fausse. L'activité des neurones, on ne la voit pas. Si, par exemple, un chirurgien vous ouvre la tête pour faire une opération sur votre cerveau, on ne voit pas du tout le cerveau devenir rouge. Ça, c'est juste pour que vous puissiez voir où les neurones travaillent. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure avec l'idée de gonfler le cerveau pour mieux le regarder. C'est juste une histoire d'affichage pour moi vous montrer où le cerveau s'active. En fait, le cerveau ne devient pas rouge. Voilà. Et c'est une très bonne question. Comment les neurones ils marchent? Le neurone, c'est ce que je t'ai dit, c'est ces petites cellules qui ont cette propriété. On a plein de cellules dans le corps. Hein. Notre peau, elle est pleine de cellules. Les neurones, c'est un type de cellule particulier qui a cette propriété de pouvoir envoyer des petits signaux électriques. Il a toute une chimie à l'intérieur de la cellule qui lui permet de faire ça. Et c'est ça qui lui permet d'envoyer des informations entre un neurone et un autre, parce que ces neurones, ils ont, comme je vous ai montré, plein de petits bras qui font qu'ils se touchent les uns les autres. Et donc, par exemple,
les neurones qui se trouvent dans votre cortex visuel, ils vont envoyer des impulsions électriques, particulièrement quand vous avez des images qui changent devant vous. Et donc, ils vont s'activer beaucoup là-dedans, et ça va envoyer des informations à tous les neurones autour, et ça va se propager dans le cerveau pour vous permettre de voir et de décider ce que vous êtes en train de voir. Voilà. Mais du coup, si on s'ouvre le crâne, mais est-ce qu'on voit le cerveau? Ah bah, si on ouvre le crâne de quelqu'un, on peut voir son cerveau. Mais ça, c'est que des chirurgiens qui font ça quand ils sont obligés de le faire. On ne va pas vous le faire, sauf si on est vraiment obligé. Et donc, certainement, on ne le fera pas pour s'amuser. Voilà. C'est quand vous êtes obligé parce que soit vous avez une maladie ou quelque chose qui demande au chirurgien, très, très temporairement, pas longtemps, juste d'ouvrir un peu, hop, et de refermer juste après. Est-ce que le cerveau, quand on l'ouvre, Oui. quand il est mort, le cerveau il est plus en bon état? Ah bah, il est en moins bon état. Ça, c'est aussi un autre bon point pour lequel ce n'est pas forcément très utile d'étudier le cerveau une fois que la personne est morte, parce que ce n'est plus exactement le même cerveau qu'un cerveau vivant. Et donc, vous voyez, on est face à la situation que je vous dis. Moi, je préfère ne pas voir le cerveau directement et l'étudier avec mes machines qui ne font pas mal, qui n'ouvrent pas la tête, mais qui me permettent de voir un cerveau qui fonctionne bien, comme le vôtre, parce que vous êtes jeune et en forme, ou comme le mien encore peut-être. Est-ce que l'arcade, c'est dans le visage? Quel truc? L'arcade. L'arcade. Ah, est-ce que c'est un visage? Dans le visage. Bah, on peut dire que c'est sur le visage, oui. Oui, moi je dirais, mais je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, on peut dire que c'est sur le visage. Moi, j'ai deux questions. Oui. D'abord, moi, j'ai vu le gorille et j'ai une question. En fait, ça sert à... ma première question, c'est ça sert à quoi le tout petit truc du cerveau derrière là? Ah, c'est malin ça. Oui, exactement. Le cerveau, il est en fait composé, on a l'impression, de deux parties. On le voyait bien sur les différents cerveaux. Alors, je vais essayer de vous le remettre, en fait. Attendez, je vais vous le remettre directement. Oui, c'est une bonne question. Alors, attendez, j'y retourne. Parce que oui, il y a deux parties dans le cerveau. Il y a ce qu'on appelle le cortex. Vous voyez, donc, vous voyez, on le voit bien sur toutes ces espèces différentes, en particulier les 4 premiers. Vous voyez, le cerveau, on voit qu'il y a cette partie-là, qui est à l'arrière en fait, du cerveau, qui s'appelle le cervelet, et qui sert beaucoup pour tout ce qui est le contrôle moteur. C'est-à-dire tout ce qui est comment on bouge, comment on se tient, etc. Et le cortex, lui, c'est la partie du cerveau qui va plus nous servir, par exemple, à parler, à réfléchir et tout ça. Donc et vous voyez, selon les espèces, et on voit que souvent le cervelet grandit aussi beaucoup avec la taille de l'animal. Vous voyez que l'éléphant, là, il a un très gros cervelet, parce que c'est quand même une grosse bête, avec beaucoup de muscles et tout ça qu'il faut activer, tout ça. L'être humain, il est plus petit, le dauphin, il en a plus que l'être humain. Le chimpanzé est petit, puis là, je pense que c'est ça le cervelet du cerveau du lapin. Voilà. Mais il est tellement petit que je ne le vois pas là. Voilà. Mais c'est une très bonne remarque. C'est quoi la vraie couleur? Là? La vraie couleur. La vraie couleur du cerveau? Bah ça, c'est plus la vraie couleur des cerveaux. Le cerveau, il a plutôt cette couleur-là. Il n'a pas cette couleur... Je vais vous remontrer l'autre. Il n'a pas cette couleur-là. Ça, c'est encore une fois juste pour l'affichage. La couleur du cerveau il n'est pas gris foncé comme ça. Il est plus rosé, mais un rose qui est quand même assez pâle et plutôt qui tend vers le gris. Mais je vous le dis parce que j'ai vu des images. Je suis comme vous. Je n'ai jamais ouvert la tête de quelqu'un pour le vérifier. Hein. Moi, en fait, dans l'image du singe, je ne l'avais pas vu. Je croyais qu'il était dans l'équipe noire. Ah, ouais, c'est bien. Ouais. Donc, comme tu étais concentré sur l'équipe blanche, eh ben, tu n'as pas regardé en détail l'équipe noire, parce que ce n'était pas ce qui intéressait ton cerveau, et donc tu n'as pas vu vraiment la différence avec un joueur de l'équipe noire. Ça, c'est aussi normal. Je voulais poser une question. Le côté avant du cerveau, oui. C'est le côté où il y a les yeux ou c'est le côté derrière? Ouais, non, alors c'est ça qui est étrange avec le cerveau, c'est que ce que j'ai appelé le cortex frontal, c'est-à-dire cet endroit-là, vous voyez, l'avant là, du cerveau, les yeux, ils sont situés par ici,
En fait, ce qui est bizarre, c'est que les yeux, ils ne sont pas connectés avec l'avant du cerveau, ils sont connectés avec l'arrière. Finalement, la partie qui traite la vision, c'est celle-là à l'arrière, qui est à l'opposé des yeux. Les yeux, ils sont à l'avant ici, et la partie du cerveau qui s'occupe de la vision, c'est l'arrière. Le cerveau, il est fabriqué comme ça. Okay, et donc, en fait, la partie frontale, elle n'est pas du tout spécialisée dans la vision. C'est celle, comme je vous ai dit, qui est la plus différente entre les autres espèces de primates et l'être humain, qui semble être celle qui nous permet de faire des choses que les singes ne sont pas capables de faire. Par exemple, d'avoir un langage aussi développé. Les singes, ils peuvent communiquer en faisant des cris, ils peuvent faire des cris différents pour communiquer différentes choses, mais ils ne vont pas vous réciter une poésie, comme je suis sûr que si j'en prends un au hasard, vous pourriez me le faire. Peut-être. Bon, je ne vais pas le faire, mais j'aurais pu. Voilà. En fait, quand j'ai vu le gorille, en fait, l'équipe blanche, c'est quand le monsieur était à côté de le gorille, je ne l'avais pas vu, le gorille. Moi non plus. Moi non plus. Moi, en fait, au début, dans le cerveau, moi, je savais pas c'était quoi le truc orange, mais c'était le cerveau qui s'activait. Voilà. Dans la vidéo, j'étais trop concentrée jusqu'à j'ai pas vu, j'étais trop concentrée sur l'équipe noire et du coup, j'ai pas vu le gorille passer. Ah, bah c'est bien. Ouais. Et bah c'est bien, exactement. Dans cette vidéo, comme tu dis, c'était vraiment le cerveau qui s'activait. Voilà, exactement. Quand on mettait cette vidéo, là, c'est vraiment juste des régions qui s'activent. En vrai, le cerveau ne devient pas orange comme ça quand il s'active. Là, c'est juste pour vous montrer quelles sont les régions qui sont en train de travailler quand on lit un mot. Voilà, pour vous montrer qu'il y a toute une progression. Vous voyez, ce n'est pas toutes les régions qui s'activent en même temps. On voit que certaines s'allument d'abord, puis d'autres ensuite. Concentrée quand même sur l'équipe noire, mais après quand j'ai vu le gorille, j'ai cru que c'était quelqu'un de l'équipe noire, mais après j'ai vu qu'il n'était pas vraiment quand même et qu'il n'avait pas une tête d'humain. Il avait mis un masque, c'était un humain, c'était pas un vrai gorille, mais il avait mis un masque de gorille, ouais. Un déguisement, ouais. L'éléphant, est-ce qu'il est quoi? Est-ce qu'il est... Ah, alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ça, c'est la taille du cerveau ne dit pas grand-chose nécessairement de l'intelligence. Alors c'est sûr qu'un animal comme un dinosaure, on dit souvent qu'il y avait certains dinosaures énormes comme le Diplodocus, qui sont des gros dinosaures qui avaient des cerveaux de la taille d'une noix. Donc quand on a un très gros animal avec un très petit cerveau, on peut se dire qu'il n'était pas très futé. Par contre, plus l'animal est grand, plus son cerveau grossit. Donc ce n'est pas très étonnant que l'éléphant, qui est quand même beaucoup plus gros que l'être humain, ait un cerveau un peu plus gros. Normalement, les images que je vous montre là, elles sont à l'échelle. Donc ça vous dit vraiment que le cerveau de l'éléphant n'est pas tellement plus gros que celui de l'être humain, alors qu'il est quand même beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans la même taille de cerveau, les primates, c'est le chimpanzé et l'homme, ont beaucoup plus de neurones que d'autres mammifères, comme l'éléphant ou comme le dauphin. Donc ça aussi, ça nous dit que dans ce petit cerveau, relativement par rapport à l'éléphant, l'être humain, il a probablement plus de neurones que celui de l'éléphant. Mais par exemple, si je vous avais montré un cerveau de baleine bleue, il est gros, parce que la baleine, c'est un gros animal. Et alors la baleine, on sait aussi qu'elle est intelligente. Mais en tout cas, on ne peut pas comparer l'intelligence des espèces en regardant juste la taille du cerveau. Moi, ce que j'étudie, c'est l'intelligence, et pour l'étudier, il faut vraiment faire travailler les gens pour voir un peu comment est-ce que les gens se comportent dans différentes situations face à différents problèmes. La taille du cerveau, elle ne nous dit pas grand-chose. On approche de la fin, donc je vais prendre 2 mini-dernières questions en respectant la parité. Je suis désolée pour tous ceux qui seront frustrés. Je voulais dire, mais pourquoi le lapin, il a un petit cerveau, on dirait un petit peu une souris? C'est vrai, mais imaginez si le lapin, il avait la taille du cerveau humain. Il aurait vraiment une grosse tête, ce serait bizarre. Donc il n'a pas le choix, le lapin. Il a une petite tête, alors il a un petit cerveau. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est les vraies images que de nos vrais cerveaux? Ah là, ça c'est vraiment des images. Ça c'est pas exactement. Ça c'est pas des images faites avec un scanner. Ça c'est probablement des vraies images de cerveau
qui ont été faites, comme on dit, post-mortem, c'est-à-dire sur des cerveaux de personnes qui avaient voulu donner leur corps à la science. Il y a des gens qui décident ça, qui disent « je voudrais que quand je serai mort, les gens puissent étudier mon cerveau pour qu'on puisse en découvrir plus sur le cerveau. Comme je suis mort, j'ai envie de faire ça. » Il y a des gens qui décident ça. Alors le lapin, lui, il n'a pas décidé. On a pris son cerveau. Mais l'être humain, il a décidé. Voilà. Merci beaucoup les enfants pour toutes vos questions. Je sais que c'est frustrant d'arrêter les questions, mais il est 15h03 déjà. La bonne nouvelle, c'est que vos maîtres et vos maîtresses sont à l'écoute de toutes vos questions, qu'ils peuvent même contacter le chercheur qui est avec nous, Valentin, aujourd'hui par mail, si vous avez des questions très précises sur le cerveau ou le gorille au choix, et que vous pouvez revenir si vous voulez. Merci beaucoup Valentin pour toutes ces réponses et ces explications. On l'applaudit encore une fois. Merci, c'est gentil. Merci d'être venu. Et du coup, pour les adultes et les enseignants, je vous fais une mini-com. Il reste 3 séances ce semestre. Une le 20 avril sur les animaux luminescents dans l'eau le matin et les animaux luminescents dans l'air l'après-midi. Une séance le 11 mai sur notre relation, nous les humains, à l'océan. Et une session sur la mousse qui est en suspens parce que notre intervenante a un petit souci de santé. Donc, on verra quand est-ce qu'on la replace. Mais n'hésitez pas à regarder le site internet qu'on essaye de mettre à jour dans les meilleurs délais. Merci beaucoup d'être venus. Bon après-midi à tous. À bientôt.